Et puis, ça va peut-être alimenter nos débats futurs. Ce sera une description de la chaîne de valeur, notamment des acteurs qui interviennent dans cette chaîne de valeur, comme on l'entend, c'est-à-dire tous les intervenants de la filière porcine, leur rôle et comment ils peuvent influer sur le maintien ou la propagation de la peste porcine africaine. Nous allons évoquer aussi les facteurs de production et puis les différents systèmes de production auxquels nous avons affaire. Et puis, bien évidemment, le marché, la transformation, la commercialisation des produits. Et puis aussi, là, voir les points ou les faiblesses qui font que cette filière peut être exposée plus durement à la peste porcine africaine. Mais avant, il faut dire que la commercialisation de la viande de porc est particulière puisque, en général, tous les animaux ou les volailles sont commercialisés ou même abattus dans les mêmes abattoirs, sauf que compte tenu du fait que certains des concitoyens musulmans ou d'autres religions ne consomment pas ou ne touchent pas la viande de porc, il a fallu créer dans tous les pays des circuits particuliers qui commercialisent les porcs et les produits issus de la viande de porc. Donc, il y a beaucoup d'intervenants, effectivement. C'est une singularité de la filière porcine, puisqu'elle a sa chaîne de valeur particulière et notamment son circuit de distribution qui est complètement différent par rapport aux autres spéculations d'élevage que nous connaissons sur le continent. Donc, pour revenir aux particularités de la production porcine dans nos deux régions, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, on dit que la production, et Marie-Louise Penric l'a dit tout à l'heure, c'est une production essentiellement aux mains de petits exploitants. Et ce sont des activités commerciales qui sont éparses, qui ne sont pas très, très organisées. Et dans de nombreuses régions d'Afrique, c'est ainsi. Il s'agit principalement donc d'activités de subsistance. Les gens élèvent les porcs surtout pour leur subsistance, pour subvenir à leurs besoins immédiats et ceux de leur famille et de leurs voisins ou même au niveau du village. Mais cette activité, avec la demande forte dans les centres de consommation urbaine et périurbaine, cette activité tend de plus en plus à devenir une activité commerciale et effectivement, beaucoup de gouvernements ont mis un accent particulier à développer cette filière parce que, effectivement, c'est un cycle court et qui permet de produire très rapidement des quantités de viande de qualité à un coût moindre pour satisfaire les besoins de ces grands centres urbains. Donc, l'activité devient de plus en plus commerciale. La gestion des élevages sont combinées souvent avec d'autres activités. En général, c'est des activités de production agricole végétale ou d'autres activités d'élevage d'autres espèces, du commerce ou même de l'abattage. Et de fois même, les éleveurs de porcs vont jusqu'à commercialiser, faire un petit restaurant, tenir un petit restaurant pour servir de la viande de porc issue de leur exploitation. Cette activité contribue de manière significative à l'autonomisation des femmes, des jeunes et des plus pauvres. Et ça, Marie-Louise Penric l'a bien pointé cela du doigt. C'est une activité effectivement qui permet un transfert de fonds très important des centres urbains vers les zones rurales. Et c'est en cela que cette activité peut contribuer à bien évidemment améliorer les conditions de vie des populations pauvres dans les zones rurales et dans les zones périurbaines. La chaîne de valeur, globalement, telle que nous l'entendons, c'est-à-dire les acteurs qui interviennent dans cette production, ce sont globalement des fournisseurs d'intrants, des intermédiaires commerciaux, les commerçants, c'est-à-dire les marchands de bétail et leurs affiliés, les transporteurs, les bouchers, les agriculteurs, les courtiers, toutes ces personnes qui interviennent pour permettre aux animaux de quitter la ferme jusqu'à l'assiette du consommateur. Les porcs sont en général abattus et consommés de façon domestique sur place et pour produire aussi des sources de revenus.
Parce que nous savons très bien que, comme je l'ai dit, le transfert de fonds, ce transfert permet aux personnes qui élèvent des porcs de payer la scolarité de leurs enfants, de payer les frais médicaux, d'acheter de l'engrais quand il y en a besoin pour la période des cultures, pour le recouvrement des dettes, les mariages, j'en passe, et les mariages, les activités, les dots, les funérailles et autres activités culturelles et cultuelles même parfois. Nous avons besoin d'animaux et en général, pour ces populations-là qui possèdent déjà des porcs, c'est un apport très important pour la réussite de ces différentes activités socio-culturelles. Les échanges en général se font au niveau local. Les échanges sont au niveau du village, au niveau du canton, de la sous-préfecture. Enfin, tout dépend du découpage dans chaque pays. Mais toujours est-il que ce qui est prédominant, c'est les échanges au niveau local, au niveau régional. Et aujourd'hui, dans les ensembles économiques de nos pays, de frontière à frontière, ce commerce aussi est en train de se développer. En général, ces pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale ne sont pas exportateurs de viande de porc. Au contraire, nos pays sont plutôt importateurs nets de viande de porc. Parce que quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, par année, la Côte d'Ivoire peut importer jusqu'à 50 000 tonnes de viande de porc, ce qui montre que le besoin est là. Malheureusement, la production à ce stade-là ne suit pas. Pour ce qui concerne les porcs vivants, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pour quitter les élevages ou du moins les villages pour atteindre les centres de consommation, il y a des marchés de porcs vivants et des marchés où il y a des ventes aux enchères et des marchés où quelquefois même qui juste des petites aires d'abattage et les petits producteurs, le secteur informel, écoule sa production à travers ces marchés et ces abattoirs parfois officiels ou très souvent clandestins, sans compter même qu'il y a des abattages qui se font carrément au niveau des exploitations. Donc, les grands producteurs, quant à eux, ciblent plutôt les marchés parce qu'en général, ils ont un contrat formel avec des supermarchés, avec des entreprises de salaison de charcuterie et ils ont un marché assuré avec un prix rémunérateur, plus rémunérateur que si c'était sur le marché informel. Les inspections de viande ante et post-mortem sont rarement effectuées, sauf bien sûr dans les abattoirs officiels ou sur les aires d'abattage reconnues par le gouvernement. Pour ce qui concerne les marchés d'animaux vivants, ils peuvent être des marchés de proximité qui sont des marchés de collecte, où les animaux sont rassemblés dans un premier temps, puis ils sont revendus souvent sur des marchés de regroupement qui sont des marchés un peu plus importants, et ils finissent souvent sur des marchés terminaux où on peut trouver en une seule session des centaines, voire des milliers de porcs qui sont mis en vente et qui sont échangés sur ces marchés. Les prix, il n'y a pas de standardisation des prix puisque sur ce marché informel, en général, les animaux sont vendus à l'estime, pas vraiment au poids. Et ce marché est surtout trusté par les acheteurs, les marchands de bétail. C'est eux qui dictent vraiment leurs lois et les agriculteurs, les éleveurs ou les collecteurs sont obligés de se plier à ces exigences. Bien évidemment, quand les éleveurs sont un peu organisés, ils peuvent un peu plus faire face à ces acheteurs, à ces marchands de bétail, mais comme très souvent, ils sont très désorganisés, le dernier mot revient toujours aux vendeurs, du moins aux marchands de bétail. Les prix sont plus élevés à certaines périodes de l'année, évidemment. À l'approche des fêtes, la demande est très forte et en général, les porcs manquent sur les marchés. Il y a aussi, pendant les fléaux de peste porcine africaine, où il n'y a plus de porcs, après la peste porcine africaine, quand il n'y a plus beaucoup de porcs,
parce que les animaux ont été décimés, les animaux coûtent beaucoup plus cher. Et puis, à d'autres périodes de l'année, évidemment, le porc s'achète moins bien parce qu'il y a beaucoup de porcs sur le marché. C'est le cas pendant les épidémies où les éleveurs veulent faire des ventes préventives pour gagner de l'argent et ne pas tout perdre. Et en ce moment-là, il y a beaucoup de porcs sur les marchés, ou alors en début de saison de culture, ou en début de saison de pluie et de culture, où les éleveurs, pour conserver dans des petits enclos ou à la tâche quelques animaux, font plutôt du déstockage. Ils vendent la grande partie de leur cheptel pour pouvoir s'acheter des engrais, des semences. Et en ce moment-là, il se trouve qu'il y a beaucoup de porcs sur le marché. Et bien évidemment, les prix à cette période de l'année-là baissent énormément. Sur cette diapositive, nous avons une schématisation de ce que nous appelons la chaîne de valeur de la filière porcine. Et cette filière, comme vous voyez, elle fait intervenir beaucoup d'acteurs. Et le fait même qu'elle fasse intervenir beaucoup d'acteurs est un vrai gisement d'emploi, bien évidemment, puisque effectivement, la singularité de cette filière, c'est qu'elle ne se mélange pas avec les autres filières de ruminants ou de volailles à cause des particularités que j'ai évoquées, notamment le fait que les musulmans ne consomment pas ou ne faisant pas du commerce de porc. Bien évidemment, il a fallu inventer une filière particulière pour s'occuper de cette spéculation. Donc, dans une spéculation où on fait intervenir beaucoup d'acteurs qui, pour la plupart, n'ont pas un niveau de compétence très élevé, en tout cas pour ce qui concerne la lutte ou la prévention contre les maladies animales, bien évidemment, les points d'interaction entre ces différents acteurs peut être une source très importante de facteurs de risque pour la filière porcine. Donc, nous allons essayer de regarder ensemble tous ces intervenants et essayer de voir dans quelle mesure leur activité peut être porteuse de risques pour la filière porcine. Notamment les fournisseurs d'intrants, nous avons tous ceux qui interviennent dans la construction ou l'entretien des bâtiments d'élevage. Nous avons les unités de production d'aliments. La semaine dernière, notre confrère du Cameroun évoquait les provenderies où on échange des sacs d'aliments, des sacs qui ont déjà servi. On sait très bien que ce sont des points où effectivement la maladie peut s'échanger facilement entre différents éleveurs. Nous avons les vendeurs de matériel chez qui tout le monde va s'approvisionner en matériel. Nous avons les fournisseurs de services qui viennent visiter les exploitations, que ce soit des agents de l'État ou des agents privés qui sont contractés par les éleveurs. Nous avons aussi les vétérinaires, les paravétérinaires et toutes ces personnes qui s'occupent de la prophylaxie ou du traitement ou des soins dans les exploitations, qui peuvent visiter en une journée plusieurs exploitations sans peut-être prendre toujours les mesures de biosécurité nécessaires pour réduire les risques. Il y a la production elle-même, c'est-à-dire l'éleveur lui-même et ou les travailleurs de l'exploitation. Le fait même que ces élevages soient localisés pour la plupart dans des zones périurbaines ou même urbaines, dans des promiscuités qui sont indescriptibles de fois, vous pouvez avoir un chapelet d'élevages qui sont contigus les uns les autres. Tous ces éléments sont à prendre en compte. Il y a l'éleveur lui-même, son niveau de spécialisation, son niveau de connaissance en matière de biosécurité, c'est très important. Il y a les travailleurs, les techniciens qui eux aussi interviennent à la fois dans leurs exploitations, mais qui ont une vie extérieure et qui peuvent très facilement ramener des germes dans l'exploitation, puisqu'ils échangent avec leurs collègues d'autres exploitations. Ils peuvent être des sources d'introduction de maladies dans l'exploitation. Donc, au niveau de la production, effectivement, les interactions sont très, très importantes
Et c'est à ce niveau-là, justement, que la biosécurité doit empêcher par tous les moyens l'introduction d'un virus ou de quelques germes que ce soit dans l'exploitation. Le renouvellement du cheptel aussi est un point sensible très important, puisque en général, quand on achète soit des porcelets pour l'engraissement ou qu'on achète des reproducteurs ou un verra, sans même compter le partage de verra en plusieurs exploitations, ce sont des éléments qui sont très importants à prendre en compte quand on fait l'évaluation effectivement des risques au niveau des exploitations pour ce qui concerne la PPA. Donc, les produits issus de cette exploitation aussi sont sujets à beaucoup de préoccupations, puisque les porcs, soit ils s'en vont directement comme porcs engrais qu'ils font à l'abattoir, mais il y a les reproducteurs que je viens d'évoquer, il y a des porcelets que d'autres éleveurs achètent pour faire de l'engraissement. Donc, tous ces circuits ne sont pas des circuits qui sont sous contrôle, puisqu'aucun test n'est fait, n'est réalisé à la sortie ou à l'introduction de ces animaux. L'observation de la quarantaine est un processus qui est malheureusement très mal connu de beaucoup d'éleveurs et qui n'est pas observé chez la majorité des éleveurs. Donc, ce sont des éléments en plus qui font peser sur l'exploitation un risque élevé d'introduction du virus de la peste porcine africaine. Pour ce qui concerne la transformation, nous allons voir tout à l'heure des images des abattoirs et lieux de vente. Effectivement, c'est un endroit, même pour des porcs qui sont contaminés ou qui conservent le virus et qui n'excrètent pas de virus, le moment de l'abattage est un moment crucial, puisqu'en ce moment-là, bien évidemment, le fait que le sang ou les résidus souillent l'environnement et que les porcs divagants ont accès malheureusement à ces zones d'abattage très souvent, cela crée une insécurité supplémentaire pour ce qui concerne en tout cas la peste porcine africaine. La commercialisation, les rabatteurs, nous en avons parlé, ils sont très actifs dans le domaine. Ils vont de ferme en ferme pour trouver les animaux à vendre. Et aujourd'hui, on sait très bien que malheureusement, beaucoup de ces rabatteurs, ils ont même les numéros des éleveurs, ou du moins c'est les éleveurs qui ont leur numéro. Et quand un foyer de peste porcine africaine est signalé, tout de suite, ils font appel à ces rabatteurs, à ces marchands de bétail qui viennent pour acheter les animaux. Et ils ne savent pas si ces animaux sont déjà contaminés ou s'ils ne le sont pas. Et ces animaux sont effectivement transportés des fois sur de très longues distances, ce qui crée l'opportunité, en tout cas, de disséminer le virus. Les ventes de viande fraîche à l'étal. Bon, Marie-Louise a cité le cas des vendeuses de viande de porc d'Abidjan. Effectivement, elles ont contribué dans un premier temps à l'extension du virus de la peste porcine africaine en Côte d'Ivoire quand la maladie est apparue pour la première fois. Mais très rapidement, cette faiblesse, nous l'avons utilisée pour les former, les regrouper et faire en sorte qu'elles soient plutôt des acteurs du développement de leur propre filière. Ce qu'elles ont très bien compris aujourd'hui, ce sont des femmes, des groupements de femmes qui sont très dynamiques dans le secteur et qui font tout ce qui est possible pour non seulement participer à la veille sanitaire pour signaler tous les cas éventuels de maladies ou de signes suspects décelés dans les exploitations, mais aussi elles sont très actives dans la promotion de la viande de porc et la commercialisation de cette viande de porc. Les boucheries, charcuteries traditionnelles, les boucheries les traditionnelles, c'est-à-dire tous les points de vente qu'on connaît dans les rues de Ouagadougou, les porcs au four qui sont très célèbres, Abidjan, Yaoundé, enfin dans toutes les grandes villes aujourd'hui, nous avons un circuit de commercialisation qui est très, très puissant. Malheureusement, la gestion des déchets dans tous ces points de vente est un
un point très faible puisque les animaux errants peuvent toujours avoir accès à ces déchets et il suffit que ce soit des déchets contaminés, bien évidemment, la propagation de la maladie est repartie pour un autre tour. Donc, les restaurants modernes, c'est le même processus. Les eaux grasses qui sont collectées dans des bennes à ordures souvent servent de lieu d'approvisionnement d'alimentation pour les exploitations, les petites exploitations dans les zones périurbaines, dans les quartiers précaires. Et bien évidemment, très souvent, c'est dans ces petits élevages-là que la peste porcine africaine se déclare en premier. Le transport, qui est un service transversal, est un élément très important aussi. Jassi, Puisque, excuse-moi. oui, oui. Tu es toujours sur une des premières diapos. Est-ce que les diapos avancent parce que je ne vois pas de changement à mon niveau. Je ne sais pas ce qui se passe. D'accord. OK. Donc, tu étais toujours sur la diapo avec... C'est ça. en fait, Je finis donc chaîne, avec la chaîne de D'accord. valeur, en fait. Oui. OK. Je finis parce que, en fait, je finis avec la chaîne de valeur pour dire que ce sont les éléments importants qui vont, parce que Marie-Louise a parlé déjà des modes d'élevage, donc je ne vais pas trop insister là-dessus, mais donc je voulais juste faire un point sur ce que nous entendons par la chaîne de valeur. Donc le transport est très important puisque les moyens de transport ne sont jamais vraiment désinfectés et cela peut poser problème. Pour ce qui concerne le cheptel porcin, je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense que nous avons évoqué lors de la dernière présentation et Marie-Louise a bien présenté la distribution du cheptel porcin en Afrique de l'Ouest et centrale. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Pour ce qui concerne les systèmes de production, je crois que là aussi, ce sont les facteurs, les intrants qui entrent dans la composition de la production qui permettent de définir les systèmes d'élevage en liberté, c'est-à-dire le système extensif. Là aussi, Marie-Louise l'a évoqué tout à l'heure, la mauvaise génétique, les faibles intrants, le faible niveau d'investissement. Principalement, ce sont des élevages qu'on retrouve dans nos campagnes et des élevages de basse-cour avec un taux de mortalité élevé, des taux de croissance lents dus à mauvaise conversion alimentaire et des faibles taux d'exploitation, faibles taux de reproduction. Donc, c'est le système que nous avons partout. Voilà quelques images qui montrent. Les images que Marie-Louise Penrit a montrées aussi sont très parlantes. Ce sont des animaux qui sont divagants et qui retrouvent un enclos le soir pour être enfermés éventuellement pour une seule distribution d'aliments dans la journée ou alors pour éviter les vols. Voilà donc quelques exemples voilà. Un coin de la maison peut servir d'abri pour les animaux aux heures chaudes de la journée, mais il n'y a pas de bâtiment dédié à l'élevage de ce type de porc. Le système semi-intensif est un système qui se développe beaucoup dans les zones périurbaines où l'amélioration génétique est de mise. Les porcs Korogo, elle l'a évoqué aussi, sont en Afrique de l'Ouest ici très répandus. En Afrique centrale aussi, au Cameroun, on a vu qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont génétiquement de qualité, qui sont importés d'Europe pour faire des croisements au niveau local pour avoir des animaux de meilleure qualité, de meilleur gabarit, avec une croissance plus importante, une conversion alimentaire plus intéressante et des meilleurs rendements carcasses aussi. Voilà des exemples donc de ces bâtiments d'élevage où il y a quand même un niveau d'investissement qui est appréciable et qui sont en train de se développer beaucoup autour des grandes villes, des grands centres de consommation, puisque le marché existe et que ces exploitations, en général, sont préservées de la peste porcine africaine si le propriétaire met un peu de barrière de biosécurité au niveau de ces exploitations. Le système semi-intensif, donc intensif, bien évidemment, ce sont des exemples d'exploitation vraiment qui répondent aux normes
pratiquement internationales. Et ces exploitations sont en très petit nombre dans notre zone, mais elles sont appelées à se développer, où on a la génétique de très haut niveau, la fourniture de tous les intrants, aliments de qualité, sont fournis par des usines de production d'aliments. En général, ce sont des élevages qui sont intégrés verticalement et principalement, ce sont des exploitations périurbaines et urbaines et qui alimentent des circuits modernes de commercialisation, de transformation. Et ce sont ces exploitations qui, aujourd'hui, sont en train de combler un tant soit peu le vide au niveau de ces transformateurs de qualité pour pouvoir proposer des produits locaux, mais qui répondent aux normes internationales. Malheureusement, ces exploitations sont très peu nombreuses. Et voilà des exemples de bâtiments d'élevage, l'extérieur, l'intérieur, avec des équipements modernes. Voilà, des bâtiments avec des cages de mise bas individuelles, des cages de gestation individuelles avec une distribution d'aliments individuels aussi et avec des enregistrements de toutes les données de production, ce qui permet de suivre à la lettre tout ce qui se passe. Et bien évidemment, ces élevages-là peuvent faire partie de compartimentation parce qu'en général, elles sont bien protégées, clôturées avec un système de contrôle au niveau de l'accès. Pour ce qui concerne le marché d'animaux vivants, voilà quelques images en plus de ce que Marie-Louise a montré tout à l'heure. Voilà des animaux où la promiscuité est manifeste et bien évidemment avec tout type d'acteurs, avec des animaux qui proviennent de nombreuses régions. Et bien évidemment, ces endroits sont propices à la propagation, à la contamination pour ce qui concerne la peste porcine africaine. Voilà donc un aspect avec des porcs attachés. L'inconfort y est de mise, bien évidemment. On sent qu'il peut y avoir de la souffrance animale et malheureusement, c'est ce que nous voyons dans la majorité des marchés de porcs vivants. Voilà encore un aspect du même marché. Et vous pouvez imaginer qu'il y ait quelques animaux qui sont contaminés. Bien évidemment, cela se répand très rapidement dans le cheptel existant. Voilà des marchés qui sont vidés le soir, mais tous les ports des environs peuvent avoir accès au marché et cela crée des contacts possibles. Voilà des stabilations d'attente où les porcs qui n'ont pas été vendus ou qui sont en attente d'être vendus peuvent être conservés pour poursuivre la commercialisation sur place ou alors vers d'autres marchés. Voilà des animaux qui sont à proximité d'un abattoir et qui ont accès à l'aire d'abattage. Ils sont en attente certainement d'être abattus, mais par endroits, des animaux même de l'environnement peuvent avoir accès à ces aires d'abattage. Et bien évidemment, il suffit que l'aire d'abattage soit contaminée, que les déchets soient contaminés et la contamination se fait pour les animaux de ce site. En général, malheureusement, les abattages sont implantés dans des zones de production et cela crée un problème, bien évidemment, de dispersion du virus. Voilà des formes plus ou moins hygiéniques d'abattage. Ici, on a un abattoir qui pourrait, avec tout le matériel qui pourrait travailler dans des conditions plus hygiéniques. Malheureusement, les animaux sont traités au sol. Ici, à droite, c'est pareil, avec beaucoup de sang. Le sol n'est pas nettoyé et beaucoup de personnes peuvent avoir accès à ces abattoirs et malheureusement, ils peuvent repartir aussi dans leurs exploitations avec le virus. Voilà les étals de vente qui jouxtent un abattoir avec des porcs divagants qui ont accès au reste d'animaux. Et on imagine aisément que si cet animal est contaminé par la peste porcine, bien évidemment, les animaux de l'environnement vont l'être aussi. Là aussi, des risques d'introduction et de transmission de maladies. Ça, il s'agit de saisie d'abattoirs, de constatation d'abattoirs,
avec des porcs au rein marbré, avec des petits chis. On sent bien qu'on soupçonne effectivement la peste porcine africaine. Là, on a des kystes hydatiques qui sont sur le sol. Donc, des parasitoses, effectivement, des transmissions de parasitose. C'est un peu voilà, le cycle de parasitose. On sent que ce sont des zones de contamination importantes, à la fois qui peuvent être des zones de contamination pour les animaux, mais aussi pour les hommes qui visitent ces endroits et qui peuvent ramener des contaminants dans leurs exploitations. Voilà, c'est ainsi les mêmes. Voilà. Ici, nous avons une zone d'abattage et apparemment, il y a une inspection qui va être faite, mais les conditions d'hygiène dans lesquelles ce travail se fait est déplorable, avec des déchets qui traînent par terre et bien évidemment, si les animaux ont accès à cette zone, la contamination va se faire. Et voilà, les égouts qui sont inondés, qui sont remplis de déchets provenant de l'abattoir et qui sont des sources aussi de contamination pour voilà, les toits d'ordures sur lesquels on peut retrouver les pores divagants de l'environnement. Alors ça, c'est un tas d'ordures qui est à côté d'un marché d'animaux vivants. Et bien évidemment, les animaux qui se promènent dans ces zones peuvent se contaminer facilement. Pour ce qui concerne la commercialisation, nous avons des situations où les agriculteurs et les intermédiaires sont organisés pour valoriser leur production. Et ici, dans le cadre d'un État, Ogun State, Lagos au Nigeria, on voit que Okai Aro, qui est une association de producteurs, a mis en place une promotion bien organisée pour contrôler le marché. Et aujourd'hui, on voit qu'ils ont bien évidemment des activités de promotion de la viande de porc pour augmenter, pour démocratiser sa commercialisation. Il y a des initiatives aussi qui sont faites dans d'autres pays, mais ça, c'est un cas d'école. C'est une des plus grandes, pour ne pas dire la plus grande association de ce type sur le continent. Voilà. Et des activités festives sont organisées autour de la viande de porc et des produits issus de la viande de porc pour promouvoir la consommation et la dissémination de l'habitude de consommation de cette viande de porc. Voilà. Pour ce qui concerne la distribution de la maladie, je pense que nous avons évoqué à plusieurs reprises, mais aujourd'hui, en tout cas en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Centre, la peste porcine africaine existe de façon endémique depuis qu'elle a fait son introduction en Afrique de l'Ouest en 1996, la plus récente, je veux dire. Mais en tout cas, la maladie est endémique dans tous ces pays en rouge que vous voyez ici en Afrique de l'Ouest. Depuis l'introduction de la maladie en 1996, il y a des introductions plus anciennes, mais la zone avait été épargnée pendant très longtemps. Pour ce qui concerne ici le Cameroun, vous voyez sur cette carte que la contamination est partie de la zone littorale pour aller vers la zone nord ou l'extrême nord du Cameroun. Parce que au Cameroun, pendant longtemps, la Damawa avait servi un peu comme une barrière naturelle pour l'extension de la peste porcine africaine vers le nord. Malheureusement, avec le commerce de la viande de porc, parce que les marchands de porc allaient de plus en plus vers le nord pour s'approvisionner, bien évidemment, la maladie a atteint ces régions et même le Tchad voisin, dans des régions comme le Mayo-Kébi ou l'extrême nord Cameroun ou la région même de N'Djamena. En Afrique de l'Ouest, c'est pareil. La peste porcine a suivi les grands axes routiers depuis Dakar jusqu'à Lagos. Et ce sont en général les marchands de porc qui sont à l'origine, en tout cas avec le déplacement des porcs, de cette propagation qui suit les axes routiers importants. C'est un peu le cas du Nigeria où la maladie est rentrée à l'ouest, à la frontière du Bénin et qui s'est propagée dans tout le pays. Aujourd'hui, la zone
d'Abuja est contaminé. Donc, c'est tout ça pour dire que c'est le comportement des hommes, le comportement des intervenants de la chaîne de valeur qui est à la base de la dissémination ou de l'introduction de la peste porcine africaine dans les exploitations, dans les pays et aussi de son maintien. Donc, l'approvisionnement, par exemple, en porc sans discrimination, l'approvisionnement inconsidéré en aliments pour animaux et les interactions dans les usines pour les animaux, l'utilisation d'eau non testée, les cours d'eau de surface avec les contaminations que nous avons vues au niveau des abattages, l'emplacement des abattoirs dans les zones d'élevage de porc, le partage des verras au sein des communautés, l'entrée et la sortie sans restriction de personnes et de porcs dans les marchés et même dans les exploitations, l'absence d'installation appropriée pour l'élimination des déchets, l'engagement de plusieurs catégories de personnes. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'intervenants, malheureusement, qui n'observent aucune règle de biosécurité, activité peu scrupuleuse des préposés dans les fermes, la mauvaise biosécurité au niveau communautaire, tous ces éléments entrent en ligne de compte dans l'évaluation des risques, malheureusement, que nous avons au niveau de la filière porcine. Donc, pour de plus amples informations, voilà des références sur lesquelles vous pouvez faire des recherches. Toujours est-il que je suis à votre disposition pour et aborder tous les sujets que nous ne pouvons pas aborder dans une présentation de ce type. J'ai pris beaucoup de temps, je me suis attardé beaucoup au début, mais toujours est-il que l'esprit, c'était de montrer les interactions et de faire en sorte que nous puissions partager le plus possible sur les points faibles de cette chaîne de valeur de la filière porcine en matière de maintien de la peste porcine africaine. Je vous remercie.